Un père et son jeune fils partent pour un week-end d'anniversaire de VTT dans les montagnes escarpées de la Sierra Nevada, mais ils ne sont jamais revenus des sentiers. Pendant 5 ans, leur famille n'a eu que le silence alors que l'affaire se refroidissait, un mystère local obsédant. Puis, un randonneur solitaire explorant un canyon isolé à des kilomètres de là a repéré quelque chose coincé dans une paroi rocheuse de 50 mètres. Une découverte si bizarre qu'elle allait relancer l'enquête et exposer une vérité bien plus sombre qu'un simple accident. L'anxiété ne s'est manifestée qu'au retour en voiture. C'était le soir du 15 juillet 2017 et Olivia Kinsley naviguait sur les routes familières en s'éloignant de l'hôpital, le stress résiduel d'un service de 12 heures en soins infirmiers s'estompant lentement. Elle s'attendait à ce que son téléphone sonne. C'était la routine. Chaque fois que son mari, Garrett, et leur fils, Bryson, étaient dans l'une de leurs aventures, la journée se terminait toujours par un appel de contrôle. Mais alors qu'elle s'engageait dans son allée, le silence dans la voiture semblait plus lourd, plus significatif que d'habitude. Garrett Kinsley, 37 ans, et Bryson, 12 ans, se trouvaient à près de 320 km, au cœur des montagnes de la Sierra Nevada, près du lac Tahoe. Ce n'était pas juste un week-end décontracté, c'était le voyage d'anniversaire de Bryson, méticuleusement planifié par Garrett. Le VTT était leur langage commun, une passion qui les liait étroitement. Garrett n'était pas seulement un amateur du week-end, c'était un expert chevronné avec plus d'une décennie d'expérience. Un homme qui gagnait sa vie en concevant et développant des pistes de VTT professionnelles. Il comprenait les risques, respectait le terrain et se préparait toujours méticuleusement. Il avait conçu ce voyage pour être le mélange parfait de défis et de célébrations. Il devait passer 2 jours à parcourir certains des sentiers les plus renommés et techniques de la région de Tahoe, ponctués par un séjour dans un complexe confortable avec piscine. Un luxe que Bryson avait spécifiquement demandé. Olivia, qui ne partageait pas leur passion pour les descentes raides et les vitesses élevées, était restée à la maison. Leur dynamique familiale était très soudée, souvent décrite par leurs amis comme idyllique, et ce voyage témoignait du dévouement de Garrett pour son fils. Dans sa maison silencieuse, Olivia vérifia à nouveau son téléphone. Aucun appel manqué, aucun message. Elle savait qu'il s'était enregistré au complexe ce matin-là. Garrett avait envoyé un message rapide confirmant leur arrivée avant qu'ils ne s'équipent et partent pour les sentiers. Ils étaient censés être de retour en soirée, probablement épuisés, certainement poussiéreux et prêts pour le dîner et une baignade. Alors que la soirée avançait, Olivia rationalisait l'absence de communication. Tahoe était isolé. Le service cellulaire était notoirement irrégulier sur les sentiers les plus profonds. Peut-être était-il revenu plus tard que prévu, avait pris un repas rapide et était déjà en train de se prélasser dans le jacuzzi du complexe, leur téléphone oublié dans la chambre. Elle décida de ne pas s'inquiéter. Ils étaient capables, ils étaient ensemble, et Garrett était méticuleux en matière de sécurité. Elle se coucha en supposant qu'elle se réveillerait avec un message vocal plein d'excuses et de récits enthousiastes de la balade du jour. Le 16 juillet a apporté un type de pression différent. Olivia était de retour à l'hôpital pour un autre service exigeant. Le travail était absorbant, nécessitant toute son attention, mais le silence continu de Garrett et Bryson commençait à ronger les bords de sa concentration. Elle envoya un autre message pendant sa pause déjeuner. Il resta non livré. Elle essaya d'appeler, cela alla directement sur la messagerie vocale. En milieu d'après-midi, n'ayant toujours rien entendu, les rationalisations de la nuit précédente commencèrent à s'effriter. C'était complètement inhabituel pour Garrett d'être hors de contact aussi longtemps. Au moment où son service se termina, l'anxiété qui avait mijoté toute la journée se transforma en peur aiguë. Assise dans le parking de l'hôpital, toujours en tenue de travail, elle composa le numéro du complexe près de Tahoe. La conversation commença assez normalement. Le réceptionniste confirma que Garrett Kinsley et son fils s'étaient enregistrés la veille au matin. Mais quand Olivia demanda à être mise en relation avec leur chambre, il y eut une pause. Le réceptionniste vérifia le système. Selon leur dossier, les cartes clés n'avaient pas été utilisées depuis l'enregistrement initial. Le service de ménage signalait que la chambre était intacte. Les lits n'avaient pas été défaits, les bagages non dérangés. Garrett et Bryson étaient arrivés, s'étaient équipés et étaient repartis pour les sentiers, mais ils n'étaient jamais revenus. La réalisation frappa Olivia avec une force physique. Son mari et son fils n'étaient pas en train de se détendre près de la piscine. Ils avaient apparemment disparu du flanc d'une montagne. Ils étaient portés disparus depuis plus de 24 heures. Elle contacta immédiatement le département du shérif local dans la région de Tahoe. En signalant la disparition de son mari et de son fils, elle fournit les détails nécessaires. Elle décrivit l'expertise de Garrett, leur itinéraire prévu du mieux qu'elle le connaissait et leur équipement. Les autorités demandèrent une photo récente.
Olivia leur envoya par email une photo prise quelques semaines plus tôt sur un autre sentier. L'image, image de gauche, montrait un Garret souriant dans un casque bleu et des lunettes de soleil à verre rouge, à côté de Bruysen qui portait un casque blanc et rouge et des lunettes orange, se tenant fièrement avec son VTT tout suspendu, rouge et blanc distinctif, son ressort de suspension arrière blanc clairement visible. Le Vélocian de Garret était partiellement visible. C'était cette image qui serait diffusée, marquant le début de la recherche du père et du fils disparus. La mobilisation autour du lac Tahoe fut immédiate et extensive. Les montagnes de la Sierra Nevada, tout en offrant des vues à couper le souffle, sont un labyrinthe de falaises de granit, de forêts denses et de terrains traîtres. Lorsque le bureau du shérif du comté de Placer reçut le rapport d'Olivia Kinsley, l'urgence était palpable. Un enfant était porté disparu, ainsi qu'un adulte expérimenté, et la fenêtre pour un sauvetage réussi, la période critique de 48 heures, commençait déjà à se fermer. La première tâche critique pour les coordinateurs de recherche et sauvetage, SR, était d'établir un point de départ. Cela vint relativement rapidement. Aux premières heures du 17 juillet, le véhicule de Garret Kinsley fut localisé au populaire point de départ du sentier Granite Loop. Il était garé normalement, verrouillé et non dérangé. Une inspection sommaire ne révéla rien d'inhabituel à l'intérieur, aucun signe de lutte, aucune note laissée derrière, juste les objets résiduels typiques d'un voyage de week-end. Cela confirmait leur point d'entrée dans la nature sauvage, mais le Granite Loop était un carrefour, une artère centrale se connectant à un vaste réseau de sentiers couvrant des centaines de kilomètres carrés d'arrière-pays accidentés. La complexité de la recherche était amplifiée par le profil des victimes. Garret Kinsley n'était pas un touriste qui pourrait s'éloigner d'un sentier principal et se perdre. C'était un développeur de sentiers professionnel, un homme qui lisait la topographie comme un langage et possédait des compétences de pilotage d'élite. Cette expertise rendait paradoxalement la recherche plus difficile. Alors qu'un novice pourrait être trouvé près des sentiers principaux, Garret et Bruysen, qui étaient également très compétents pour un enfant de 12 ans, étaient capables d'accéder aux routes les plus reculées, techniques et dangereuses de la région. La zone de recherche était donc exponentiellement plus grande et beaucoup plus traître. Les coordinateurs SR devaient adopter une stratégie basée sur les capacités de Garret. Ils devaient penser comme Garret. Ils supposaient que si un accident s'était produit, ce ne serait pas sur un sentier facile. Ce serait sur un segment à haute conséquence. Une descente raide où les vitesses pouvaient dépasser 50 km par heure, une crête étroite avec une exposition significative où un moment d'inattention pourrait être fatal ou une caractéristique rocheuse technique nécessitant précision et engagement. La recherche s'est concentrée sur les routes diamant noir, celles qui poussaient les limites de compétence et d'endurance. L'ampleur de l'opération était immense. L'air était rempli du bourdonnement constant d'hélicoptères équipés de technologies d'imagerie thermique. Ils volaient en motif de grille bas au-dessus des crêtes et des canyons, scannant le paysage pour toute signature thermique qui pourrait indiquer une présence humaine ou un éclat de couleur non naturel, le jaune vif de leur maillot, le cyan du vélo de Garret ou le rouge et blanc distinctif de celui de Bruysen. Au sol, des équipes composées d'alpinistes expérimentés, de vététistes experts locaux donnant de leur temps et de personnel SAR commencèrent le processus épuisant de couvrir le terrain. Ils cherchaient des indicateurs très spécifiques. Dans les conditions sèches et poussiéreuses de la mi-juillet, un accident à grande vitesse devrait laisser une marque sur la Terre. Ils cherchaient de longues marques de dérapage indiquant une perte soudaine de contrôle, de la terre perturbée où un pilote aurait pu dégringoler hors du sentier, des points d'impact sur les arbres ou les rochers, ou le champ de débris qui accompagne généralement un accident majeur, composants cassés, casques ou équipements abandonnés. Le deuxième jour de recherche, une information cruciale émergea. Les enquêteurs localisèrent 2 randonneurs qui se souvenaient distinctement d'avoir vu la paire vers 14 h le 15 juillet. Ils avaient été observés près d'une jonction menant vers la Skyline Descent, un sentier de niveau expert en haute altitude connu pour sa difficulté technique et son exposition sévère. Les randonneurs se rappelaient avoir été impressionnés par la confiance du garçon sur un terrain si difficile. Ils rapportaient que le père et le fils semblaient énergiques, bien équipés et entièrement à l'aise. Ils se déplaçaient à un rythme soutenu, apparemment engagés dans rien de plus qu'une balade d'après-midi difficile. Cela devint la dernière observation confirmée. L'attention se concentra intensément sur la Skyline Descent. C'était un territoire accidenté et impitoyable. Des équipes techniques spécialisées de cordes furent déployées pour fouiller les pentes raides et les falaises sous le sentier. Ils descendaient en rappel dans des ravins profonds, utilisant des jumelles haute puissance pour scanner le paysage en contrebas, cherchant tout ce qui semblait déplacé dans la vaste étendue de granit et de pin.
L'effort physique était épuisant, mené sous le soleil implacable de haute altitude, où la déshydratation et la fatigue étaient des menaces constantes pour les chercheurs eux-mêmes. Pourtant, malgré l'effort concentré, la recherche ne donnait qu'un vide troublant. La nature sauvage n'offrait rien. Les sentiers montraient une utilisation typique, mais aucun signe de l'événement catastrophique qui serait nécessaire pour neutraliser 2 pilotes expérimentés simultanément. Il n'y avait pas de bouteilles d'eau, pas d'emballage de barres énergétiques, pas de traces de pneus suggérant un arrêt ou une chute soudaine. L'absence complète de preuves était déroutante et profondément troublante pour les équipes de recherche. Comment 2 personnes, ainsi que 2 grands VTT aux couleurs vives, pouvaient-elles disparaître sans laisser une seule trace ? Les VTT sont durables, mais dans un accident grave, ils se cassent. L'équipement se disperse. La nature sauvage conserve généralement des preuves de traumatisme. Ici, il n'y avait que le silence. Olivia Kinsley arriva à Tao 48 heures après la disparition. Le centre de commandement, un tourbillon de cartes topographiques, de bavardages radio et de personnel épuisé, devint le point focal de son attente angoissante. L'urgence abstraite de la recherche devint une tragédie humaine, viscérale avec sa présence. La famille était connue pour être exceptionnellement proche, décrite par des amis comme la version idéalisée d'une famille de modernes. La dévastation d'Olivia était absolue. Elle fournit aux enquêteurs des informations détaillées sur les habitudes de conduite de Garrett, ses préférences spécifiques en matière d'équipement et les compétences en développement de Bryson, tout ce qui pourrait aider à réduire les paramètres de recherche. Mais sous sa coopération, Olivia luttait en privé contre un poids écrasant de culpabilité. Le retard dans le signalement, la nuit où elle avait attendu, supposant qu'ils allaient bien, la hantait sans relâche. Elle continuait à rejouer sa décision d'aller se coucher, rationalisant leur silence. Dans les opérations SR, chaque heure compte. Elle ne pouvait pas se défaire de la pensée angoissante que si elle avait appelé l'hôtel le soir du 15, si elle avait donné l'alarme des heures plus tôt, peut-être que Garrett et Bryson auraient été trouvés blessés mais vivants. Cette culpabilité, notèrent les enquêteurs, était un courant sous-jacent implacable à son chagrin. Une torture privée que l'incertitude continue ne faisait qu'amplifier. Alors que les jours se transformaient en une semaine, la probabilité de survie diminuait rapidement. Les théories évoluaient. Bien qu'un accident reste l'explication la plus plausible, l'absence d'un site d'accident ouvrait la porte à d'autres possibilités plus sombres. Les attaques d'animaux sauvages furent envisagées mais rejetées. Une attaque capable d'abattre 2 personnes laisserait des preuves significatives. La disparition intentionnelle fut exclue par tous ceux qui connaissèrent le dévouement de Garrett pour sa famille. L'enlèvement semblait le scénario le moins probable sur un sentier de montagne isolé, mais il ne pouvait pas être entièrement exclu. Après 3 semaines de recherches exhaustives, le terrain avait été couvert à plusieurs reprises. Les ressources diminuaient et l'espoir s'estompait. L'opération de recherche active fut officiellement réduite. La disparition de Garrett et Bryson Kinsley devint un mystère local obsédant l'histoire de 2 pilotes qui s'étaient engagés sur la Skyline Descent et n'avaient plus jamais été revus. L'affaire ne s'est pas seulement refroidie, elle s'est gelée solidement. Pendant 5 ans, l'affaire Kinsley est restée une énigme douloureuse. Un dossier rangé dans l'unité des affaires non résolues, symbolisant un manque profond et troublant de réponses. Olivia Kinsley continuait à vivre dans l'ombre de ce jour de juillet, piégée dans un chagrin ambigu, incapable de faire son deuil, incapable d'avancer. La vaste nature sauvage autour de Tao gardait ses secrets. Les sentiers que Garrett et Bryson aimaient semblant indifférents à la tragédie qu'ils dissimulaient. L'enquête était suspendue, en attente d'une percée qui semblait de plus en plus improbable de jamais arriver. La percée est arrivée non pas d'une enquête renouvelée, d'un détail dont on se souvenait, ou d'une avancée technologique, mais du pur hasard, dans un endroit loin de là où la recherche originale s'était concentrée. C'était août 2022. Ronan Vesper était un homme qui cherchait la solitude dans la beauté austère du haut désert. Campeur solo expérimenté, il s'aventurait souvent hors des sentiers battus, naviguant dans l'arrière-pays isolé avec une carte et une boussole. Il explorait actuellement un système de canyons désertiques et désolé à plusieurs kilomètres au sud-est de la zone de Granite Loop. Ce paysage était différent des forêts de pins où la recherche s'était concentrée. Il était caractérisé par des falaises abruptes et érodé de roches brun clair et de terre compactée, un terrain accidenté sculpté par la rivière sinueuse au fond du canyon. C'était un environnement d'exposition et d'isolement. Vesper randonnait près de la base d'une falaise massive, cherchant un site de camping sûr, loin des zones potentielles de crues éclairs. La falaise s'élevait à environ 50 mètres au-dessus de lui, un mur vertical de roches stratifiées et instables. Le soleil de l'après-midi était dur, cuisant le paysage et projetant des ombres complexes sur la surface texturée. L'air était immobile et lourd avec l'odeur de terre sèche. Alors qu'il s'arrêtait pour boire,
Scrutant les hauteurs du mur du canyon, un éclat de quelque chose de non naturel attira son œil en hauteur. C'était un éclair de couleur et de lumière qui n'appartenait pas au tan et brun monotone de la paroi rocheuse, située peut-être 15 mètres sous le bord. Il plissa les yeux, essayant de donner un sens à la forme, mais la distance et l'éblouissement rendaient cela difficile. Supposant que ce pourrait être de vieux débris miniers ou des déchets emportés lors d'une tempête, Vesper détacha une paire de jumelles compactes de son sac. Il focalisa les lentilles sur l'anomalie. Ce qu'il vit était si bizarre, si complètement déplacé, qu'il fallut plusieurs moments pour que son cerveau traite l'image. Coincés verticalement dans une fissure profonde et étroite de la paroi rocheuse, se trouvaient deux VTT. Ils étaient empilés l'un sur l'autre, coincés étroitement dans la fissure comme s'ils étaient tombés du ciel et s'étaient incrustés dans la roche. Vesper était un homme d'extérieur expérimenté. Il comprenait les réalités de l'arrière-pays. Les gens ne jetaient pas simplement des VTT haut de gamme dans un endroit aussi isolé. Sa pensée immédiate fut un accident. Il savait qu'il y avait des sentiers près du bord du canyon au-dessus. Peut-être que des pilotes étaient dû passer par-dessus bord. Mais le placement était profondément étrange. Ils n'étaient pas allongés sur la pente d'éboulis en bas, ils étaient suspendus en hauteur, pris dans la roche comme une sculpture bizarre. Il regarda de plus près à travers les jumelles, ajustant la mise au point pour capturer les détails, son sentiment d'isolement soudainement remplacé par un malaise croissant. Le vélo du bas était indéniablement rouge vif et blanc. Il pouvait distinctement voir un ressort hélicoïdal blanc pour la suspension arrière, une caractéristique spécifique qui ressortait fortement sur le fond poussiéreux. Au-dessus, partiellement obscurci par l'ombre, se trouvait un vélo de couleur cyan. Ils étaient recouverts d'une épaisse couche de poussière et de saleté, ayant clairement été là pendant un temps considérable, mais ils étaient reconnaissables comme des machines de haute qualité. La scène frappa Vesper comme profondément anormale. La physique semblait improbable pour un accident. Si deux pilotes étaient tombés, les chances que leurs deux vélos se prennent dans la même fissure étroite étaient astronomiques. Cela ressemblait moins aux conséquences d'une chute et plus à ce que les vélos avaient été intentionnellement jetés du haut. Il visualisait le scénario, quelqu'un jetant les vélos par-dessus bord, s'attendant à ce qu'ils dégringolent jusqu'au fond du canyon ou dans la rivière en contrebas. Mais par un coup de chance incroyable, ils s'étaient accrochés dans la fissure. Si des pilotes étaient tombés, où étaient-ils? Avaient-ils plongé au-delà de la fissure? La situation semblait de mauvais augure. Reconnaissant que cette section isolée du canyon voyait rarement des visiteurs et que cette découverte pourrait être significative, Vesper marqua soigneusement les coordonnées GPS. Il prit plusieurs photographies, zoomant autant que possible. Il ressentait un besoin pressant de signaler cela, une urgence qui éclipsait son désir de solitude. Il commença alors la longue randonnée pour sortir jusqu'au point le plus proche où il pourrait obtenir un signal cellulaire. Il appela le département du shérif local et signala la découverte, soulignant l'étrangeté de l'emplacement et son inquiétude que cela pourrait être lié à un incident grave. La réponse initiale des autorités fut mesurée. Il recevait fréquemment des appels concernant de l'équipement abandonné et l'endroit que Vesper décrivait était difficile d'accès. Un adjoint fut envoyé le lendemain matin pour vérifier le rapport. Après avoir randonné dans le canyon avec Vesper, l'adjoint fut confronté à la même vue surréaliste. L'impact visuel était indéniable. Il photographia abondamment la scène, utilisant un objectif haute puissance pour zoomer sur les détails des vélos. L'adjoint convint que la situation était très inhabituelle, mais récupérer les vélos serait une opération complexe et dangereuse. Ce n'était pas quelque chose à entreprendre à la légère s'il s'agissait simplement de biens abandonnés. L'adjoint retourna au poste avec les photographies, avec l'intention de déposer un rapport et de discuter de la logistique de récupération. De retour au poste, la procédure était de vérifier les rapports de biens volés ou manquants dans la région. Les photographies furent téléchargées et recoupées avec des cas actifs et non résolus de personnes disparues impliquant des loisirs de plein air dans la région de Tahoe. C'était une vérification de routine qui ne devait pas donner de résultats significatifs étant donné l'âge apparent des vélos. Le système retourna une correspondance presque immédiatement. L'atmosphère dans le poste changea instantanément. Les adjoints sortirent le dossier d'affaires non résolu pour Garrett et Bryson Kinsley. Ils regardèrent la photographie qu'Olivia avait fournie 5 ans plus tôt, le père et le fils souriant avec leur équipement. Ils la comparèrent aux images prises dans le canyon. Le cadre rouge et blanc distinctif, la configuration spécifique du ressort de suspension blanc et le vélo cyan contrastant étaient une correspondance sans équivoque. Ce n'était pas de l'équipement abandonné. C'étaient les pièces clés de preuve dans la disparition vieille de 5 ans. La découverte relança instantanément l'affaire non résolue, mais elle approfondit aussi le mystère. Comment les vélos se sont-ils retrouvés coincés dans une paroi rocheuse à des kilomètres de l'endroit où la paire avait été vue pour la dernière fois et où étaient les pilotes?
L'identification positive des vélos transforma le canyon isolé d'un paysage désolé en une scène de crime critique. L'hésitation initiale concernant la difficulté de récupération fut remplacée par une mobilisation urgente de ressources. C'était la première piste tangible dans l'affaire Kinsley en 5 ans. Et préserver l'intégrité des preuves était primordial. L'emplacement, cependant, restait un obstacle formidable. Les vélos étaient incrustés dans une paroi rocheuse verticale et érodée, inaccessible par le bas et périlleuse à atteindre par le haut. Une équipe de sauvetage technique spécialisée, expérimentée dans les opérations de récupération à angle élevé, fut assemblée et arriva au bord du canyon à l'aube le lendemain. Le terrain lui-même était un danger significatif. La terre compactée et la roche stratifiée qui formèrent la falaise étaient instables, sujettes à s'effriter sous le poids ou les vibrations. L'air était tendu avec la gravité de la situation et le danger physique impliqué. L'équipe devait établir des points d'ancrage sécurisés loin en arrière du bord, utilisant des caractéristiques naturelles sur le terrain plus stable du plateau, reconnaissant que le bord de la falaise lui-même ne pouvait pas être fiable. L'opération de récupération fut lente, méthodique et dangereuse. 2 techniciens descendirent en rappel la face de 50 mètres, se balançant précairement alors que des débris lâches pleuvaient occasionnellement autour d'eux, résonnant sur les parois du canyon. Leur objectif principal était de sécuriser les vélos et de documenter leur position in situ, avec de la photographie haute résolution avant de tenter de les déplacer. Tout mouvement négligent pourrait déloger les vélos, les envoyant dégringoler au fond du canyon et détruisant potentiellement des indices médico-légaux cruciaux. Suspendus par des cordes, les techniciens travaillaient délicatement. Les vélos étaient coincés étroitement dans la fissure étroite, la pression de la roche les maintenant fermement en place. Il devint clair que la force de l'impact avait été significative. Il fallut plusieurs heures de manipulation minutieuse, utilisant des outils de levier et des cordes de stabilisation pour les libérer de l'emprise de la roche. Le processus était laborieux, chaque mouvement calculé pour préserver l'intégrité des objets. Une fois libérés, ils furent sécurisés dans des harnais spécialisés et lentement, soigneusement descendus aux enquêteurs qui attendaient anxieusement à la base de la falaise. Avec les vélos enfin sur un sol solide, l'examen médico-légal commença immédiatement sur les lieux avant qu'ils ne soient transportés. Ils étaient fortement altérés par les intempéries, le métal oxydé et les composants en caoutchouc dégradés par 5 ans d'exposition au climat alpin désertique rude, chaleur estivale intense et hivers glaciaux. Mais ils étaient remarquablement intacts. L'évaluation initiale se concentra sur l'identification de la cause de la chute. Les enquêteurs cherchaient des signes typiquement associés à un accident à grande vitesse ou à un pilote perdant le contrôle et passant par-dessus un bord. Ils s'attendaient à trouver des cadres fissurés, des roues sévèrement pliées ou des guidons tordus à des angles non naturels suite à un impact soudain et violent sous le poids d'un pilote. Bien que les vélos aient certainement montré des dommages, rayures, bosses et plis conformes à une chute d'une distance significative et à l'impact sur la fissure rocheuse, les dommages structurels catastrophiques associés à un accident de conduite étaient visiblement absents. Le profil de dommages suggérait que les vélos avaient dégringolé librement dans les airs avant l'impact. Plus important encore, les spécialistes médico-légaux ont mené une recherche exhaustive de preuves biologiques ces traces. Si Garrett et Bryson avaient été sur les vélos quand ils sont passés par-dessus la falaise, il y aurait presque certainement des preuves de traumatisme transférées sur l'équipement. Ils ont utilisé des sources de lumière alternatives et des réactifs chimiques pour examiner les guidons, les selles, les pédales et les points d'impact, à la recherche de sang, de tissus ou de fibres de leurs vêtements. Ils n'en trouvèrent aucun. Les vélos étaient exempts de tout matériel biologique discernable des victimes. Bien que 5 ans d'exposition puissent dégrader les preuves, les espaces étroits et les joints des vélos protégeaient généralement certains matériaux traces. L'absence était flagrante. Les preuves combinées suggéraient fortement une conclusion troublante. Les vélos n'étaient pas conduits quand ils ont quitté le sommet de la falaise. Ils étaient à passer par-dessus bord sans Garrett et Bryson. Cette réalisation força une réévaluation complète de la scène. Les enquêteurs portèrent leur attention sur la topographie et la physique de la chute. Une équipe d'experts, incluant des spécialistes de la reconstruction d'accidents et des physiciens, analysa le sommet de la falaise, la trajectoire et la fissure étroite où les vélos avaient atterri. Le bord de la falaise était relativement dégagé, avec un sentier passant à proximité. Les experts analysèrent la mécanique requise pour un accident. Pour que Garrett et Bryson tombent accidentellement de la falaise exactement au même moment, exactement au même endroit et avec la trajectoire précise nécessaire pour atterrir dans cette fissure spécifique et étroite, était considéré comme une impossibilité statistique. La probabilité était infinitésimalement petite.
Étant donné l'expertise de Garrett, le scénario était encore plus absurde. Ce n'était pas un pilote qui faisait des erreurs imprudentes, surtout avec son fils présent. Les spécialistes de la reconstruction conclurent que les preuves étaient entièrement incompatibles avec une chute accidentelle. La seule explication plausible était que les vélos avaient été intentionnellement jetés du sommet de la falaise. L'enquête se concentra alors sur l'intention probable derrière un tel acte. À la base de la falaise, le fond du canyon menait à une rivière au courant rapide, suffisamment profonde par endroits, surtout pendant la fonte printanière, pour emporter de gros objets. La théorie émergente était d'une simplicité glaçante. Quelqu'un avait tenté de se débarrasser des vélos en les jetant dans la rivière, avec l'intention qu'ils soient emportés ou cachés pour toujours dans l'eau profonde. Le fait qu'ils se soient accrochés dans la fissure était un accident de physique incroyable, un coup de chance qui avait préservé les preuves contre toute attente. Cela changeait fondamentalement la nature de l'enquête. Ce n'était plus une affaire de personnes disparues enracinées dans un accident présumé. C'était maintenant, sans équivoque, une enquête pour homicide présumé. Avec cette nouvelle compréhension, la zone entourant la falaise devint l'objet d'une recherche intense. Si les vélos avaient été jetés du haut, peut-être que l'incident réel s'était produit à proximité. Le sentier au-dessus fut examiné minutieusement pour toute preuve résiduelle d'une lutte, mais 5 ans d'exposition et d'érosion avaient assaini la zone. Simultanément, la rivière en contrebas fut ciblée. Si le perpétrateur avait eu l'intention que les vélos atterrissent dans la rivière, il était hautement probable que les corps de Garrett et Bryson aient connu le même sort. Des équipes de plongeurs furent amenées, ainsi que de l'équipement sonar avancé. Ils scannèrent systématiquement le lit de la rivière, naviguant dans l'eau froide et les forts courants. Les plongeurs enquêtaient sur les anomalies détectées par le sonar, sondant les profondeurs troubles pour tout signe de reste. La recherche de la rivière fut extensive, couvrant des kilomètres en aval. Mais malgré la technologie et l'effort exhaustif, ils ne trouvèrent rien. La découverte des vélos avait confirmé le soupçon de jeu déloyal, mais elle n'avait pas rapproché les enquêteurs de trouver Garrett et Bryson. Avec les preuves physiques suggérant fortement un acte délibéré et la recherche exhaustive du canyon ne donnant aucun reste, l'enquête pivota du terrain vers les victimes. La découverte des vélos avait brisé l'hypothèse d'un accident, forçant les détectives à examiner la vie de Garrett Kinsley à travers le prisme d'un homicide potentiel. Qui aurait le mobile, l'opportunité et l'impitoyabilité de faire disparaître un père et son fils, puis de tenter une élimination si calculée des preuves ? L'enquête initiale, en 2017, avait dépeint Garrett comme un homme de famille dévoué et une figure respectée dans la communauté. Mais alors que l'équipe des affaires, non résolue, plongeait plus profondément dans sa vie professionnelle, ils commencèrent à comprendre le monde à enjeux élevés qu'il habitait. Garrett n'était pas seulement un pilote expert. Il était un acteur clé dans l'industrie spécialisée et étonnamment impitoyable du développement de pistes de VTT. Il ne s'agissait pas de dégager des chemins dans les bois. C'était une entreprise de plusieurs millions de dollars alimentée par le tourisme, les parrainages d'entreprises et les contrats de développement foncier. En 2017, Garrett était sur le point de finaliser un nouveau projet massif près de Tahoe. Ce système de sentiers, soutenu par des sponsors majeurs, était sur le point de devenir une destination internationale de premier plan. C'était une réalisation déterminante pour la carrière de Garrett, promettant un succès financier significatif et une reconnaissance professionnelle. Mais dans le jeu à somme nulle du tourisme régional, le succès de Garrett était sur le point de porter un coup fatal aux autres. Les enquêteurs se concentrèrent sur l'impact de son nouveau projet sur les entreprises existantes. Ils découvrirent que le nouveau développement devait dévaster un parc à vélo plus ancien et en difficulté dans la région connue sous le nom de Summit Slopes. Summit Slopes avait autrefois été une destination populaire, mais avait connu des temps difficiles, en proie à une infrastructure obsolète et à une baisse du nombre de visiteurs. Le projet de pointe de Garrett allait essentiellement siphonner la base de clients restante, assurant la disparition du parc plus ancien. Le propriétaire de Summit Slopes était Weston Price. Price était un habitué de longue date de la scène cycliste locale, un homme dont toute l'identité et les moyens de subsistance étaient liés au succès de son parc. L'enquête a découvert un ressentiment profond et latent qui avait débordé en hostilité ouverte. Les détectives ont mené des entretiens avec des membres de la communauté cycliste professionnelle très unie, des propriétaires d'entreprises locales et des participants aux réunions de planification régionale. Le tableau qu'ils ont peint était celui d'une rivalité de plus en plus toxique. Price avait publiquement accusé Garrett de pratiques commerciales contraires à l'éthique, affirmant qu'il avait volé des concepts et utilisé son influence pour accélérer ses permis tout en étranglant Summit Slopes. Des témoins ont raconté des disputes houleuses lors de salons professionnels et de réunions communautaires, des confrontations qui frôlaient les altercations physiques. Price voyait Garrett non seulement comme un concurrent, mais comme l'architecte de sa ruine imminente.
Les détectives ont examiné les dossiers de l'affaire initiale de 2017. Price avait été brièvement interrogé. Il avait reconnu la rivalité, mais l'avait présentée comme une tension commerciale standard. Il avait fourni un alibi pour l'après-midi du 15 juillet. Il prétendait travailler seul sur l'entretien de l'équipement dans son parc. Étant donné l'absence de preuves suggérant un jeu déloyal à l'époque et la forte hypothèse d'un accident, son alibi avait été accepté sans vérification rigoureuse et il avait été écarté comme personne d'intérêt. 5 ans plus tard, cet alibi non vérifié semblait suspicieusement pratique. Price avait un mobile puissant, né du désespoir. Mais le mobile ne suffisait pas. Ils avaient besoin d'un lien physique reliant Price au crime. Les seules preuves physiques qu'ils avaient étaient les 2 vélos récupérés de la falaise. Ils avaient déjà subi un examen médico-légal standard, mais le détective principal ordonna un 2e examen microscopique. Il a demandé aux techniciens médico-légaux de démonter complètement les vélos, boulon par boulon, et d'examiner chaque surface, chaque crevasse, sous fort grossissement. Il cherchait tout ce qui n'appartenait pas, toute preuve trace qui aurait pu être transférée pendant l'incident. Le processus était laborieux et prit plusieurs jours. Les techniciens cataloguèrent méticuleusement chaque rayure et bosse, analysant la boue séchée et les débris encore emballés dans la mécanique complexe. C'est lors de l'examen du vélo Sian de Garrett que la percée s'est produite. Le technicien se concentrait sur la tringlerie de suspension arrière, un assemblage serré et complexe de pivots, de roulements et de pièces mobiles. Coincé profondément dans l'un des pivots, presque invisible à l'œil nu et manqué lors de l'examen initial, se trouvait un petit morceau de métal. Il était oxydé et recouvert de crasse, mais il était distinctement différent des composants environnants du vélo de Garrett. Il fut soigneusement extrait à l'aide d'outils spécialisés. L'objet était petit, circulaire et en aluminium. Les techniciens de laboratoire nettoyèrent l'objet et analysèrent sa composition et sa conception. Ce n'était pas un fragment d'une pièce cassée, c'était un composant complet. Un expert en mécanique de vélo fut amené et l'identifia. C'était une entretoise de pédales. Les entretoises de pédales sont utilisées par certains pilotes pour élargir leur position sur le vélo, s'ajustant entre la pédale et le bras de pédalier. Elles sont relativement courantes, mais celle-ci était distincte. Ce n'était pas un article produit en série. Le métallurgiste médico-légal détermina la composition spécifique de l'alliage, un aluminium de haute qualité généralement pas utilisé dans les composants standards. De plus, la surface montrait des marques d'usinage uniques, les rainures microscopiques laissées par les outils qu'il avait façonnés. Cela indiquait qu'elle était faite sur mesure, probablement partie d'un petit lot sur mesure. La découverte était électrisante. Ce petit morceau d'aluminium était étranger au vélo de Garrett. Son emplacement, profondément dans la tringlerie de suspension, suggérait qu'il s'était logé là lors d'un impact violent ou d'une lutte, peut-être là où un autre vélo était entré en collision violemment avec celui de Garrett. C'était le genre de preuve trace qui pouvait faire éclater une affaire, mais seulement s'il pouvait déterminer son origine. La recherche abstraite d'un mobile était maintenant ancrée dans un indice physique. L'enquête avait maintenant un objectif singulier, retracer l'origine de l'entretoise personnalisée. L'enquête reposait sur l'entretoise en aluminium oxydé. Identifier son origine devint la priorité absolue pour l'équipe d'enquête. Ce n'était pas un composant du commerce, c'était du travail sur mesure, ce qui signifiait qu'il était traçable, mais le processus serait laborieux. Les détectives commencèrent la tâche ardue de parcourir les ateliers d'usinage spécialisés à travers la Californie du Nord et le Nevada. Ils cherchaient un machiniste qui travaillait avec l'alliage d'aluminium spécifique de haute qualité et, plus important encore, qui pouvait identifier les marques d'outils uniques laissées sur l'entretoise. La recherche fut exhaustive et frustrante. Les détectives visitèrent des dizaines d'ateliers, des grands fabricants industriels aux petites opérations spécialisées répondant aux passionnés d'automobiles et de motos. Ils transportèrent des photographies haute résolution de l'entretoise et l'analyse métallurgique. La plupart des machinistes ne pouvaient pas l'identifier. Les marques d'usinage, bien qu'uniques, nécessitaient une familiarité avec les outils et techniques spécifiques utilisés pour les créer. Des semaines passèrent avec un sentiment croissant que cette piste cruciale pourrait se transformer en impasse. La percée vint lorsque l'enquête se concentra sur les ateliers spécialisés dans le prototypage de composants de vélos haut de gamme. Le monde de l'usinage de vélos sur mesure est petit et spécialisé. Ils trouvèrent un petit atelier d'usinage indépendant à Reno, exploité par un machiniste plus âgé connu pour son travail de précision. Il examina les photographies de l'entretoise, il ne reconnut pas immédiatement la pièce, mais il reconnut le motif du fraisage. Il demanda les spécifications de l'alliage. Après avoir examiné les données, il commença à se rappeler le travail. Il était méticuleux avec ses dossiers et son équipement. Il retourna dans ses factures archivées et ses bons de travail de 2016 et 2017.
Il confirma qu'il avait produit un petit lot de ces entretoises exactes plusieurs années auparavant. Les marques d'usinage, expliqua-t-il, étaient cohérentes avec un tour plus ancien qu'il avait depuis remplacé. Les spécifications étaient inhabituellement précises, nécessitant une tolérance spécifique qu'il se souvenait avoir été difficile à atteindre. Lorsqu'on lui demanda qui était le client, le machiniste fournit le nom Weston Price. Le machiniste confirma que Price était un client exigeant, particulier sur la configuration de son vélo et demandait souvent des composants sur mesure pour ses vélos personnels. L'entretoise trouvée coincée dans le vélo de Garrett Kinsley était définitivement liée à Weston Price. Ce lien physique était la percée dont les enquêteurs avaient de besoin. Il reliait directement Weston Price au vélo de Garrett Kinsley au moment de l'incident. L'implication était que le vélo de Price, équipé de ces entretoises sur mesure, était entré en contact violent avec le vélo de Garrett, probablement lors d'une confrontation. Avec cette preuve en main, les détectives creusèrent plus profondément dans la situation de Weston Price en 2017. Les dossiers financiers étaient austères. Summit Slopes n'était pas seulement en difficulté, il était condamné. Les dépôts de bilan étaient imminents et Price était personnellement responsable de dettes importantes. Ses moyens de subsistance, son identité et son avenir financier étaient sur le point de s'effondrer, et Garrett Kinsley en était la cause directe. L'enquête a ensuite découvert un détail crucial et ironique qui avait été négligé dans l'enquête initiale mais qui avait maintenant une signification profonde. Alors que Price était publiquement hostile au nouveau projet de Garrett, il était également désespéré pour des revenus. Les enquêteurs ont examiné les contrats, les permis et les journaux de travail associés au nouveau système de sentier de Garrett et ont constaté que Weston Price avait été sous-traité pour effectuer certains des travaux d'excavation initiaux sur une section éloignée du projet. Cette révélation était stupéfiante. Price construisait littéralement le projet qui le détruisait. Cela signifiait que Price avait une connaissance intime du terrain éloigné où le projet était en cours. Plus important encore, cela le plaçait sur les lieux avec de la machinerie lourde, des excavatrices et des bulldozers au moment de la disparition. Les détectives ont extrait les plans détaillés et les journaux de travail pour la construction du sentier. Ils ont comparé l'itinéraire original prévu conçu par Garrett avec le sentier tel qu'il a finalement été construit. Ils cherchèrent des déviations, des anomalies dans le calendrier de construction qui coïncidait avec juillet 2017. Ils en trouvèrent une. Les dossiers montraient que peu de temps après la disparition de Garrett et Bryson, Weston Price avait déposé un ordre de modification pour modifier l'itinéraire du sentier dans un secteur spécifique qu'il excavait. La justification qu'il avait fournie sur les documents était conditions de sol instable et formation rocheuse souterraine, nécessitant que le sentier soit dévié autour d'une section de colline. Ce détour avait été approuvé sans beaucoup d'examen à l'époque. De tels changements étaient de courant dans les grands projets de construction. L'emplacement du détour était isolé, loin des principaux points d'accès et à plusieurs kilomètres de la falaise où les vélos ont finalement été trouvés, mais reliés par des routes de service. Armés du soupçon que le sol instable pourrait être une histoire de couverture pour quelque chose de bien plus sinistre, les enquêteurs ont organisé une opération pour fouiller la zone dont Price avait détourné le sentier. En septembre 2022, une équipe d'enquêteurs, d'archéologues spécialisés dans l'analyse des perturbations du sol et une équipe de chiens de cadavres spécialisés arrivèrent sur le site. La zone était envahie maintenant, le chemin inutilisé récupéré par 5 ans de croissance sauvage, rendant le terrain difficile à lire. Les chiens furent déployés pour fouiller la zone que le sentier original devait traverser. Le terrain était difficile, couvert de broussailles denses et d'aiguilles de pin. Les chiens travaillaient la grille systématiquement, leur maître surveillant attentivement tout changement de comportement. En quelques heures, l'un des chiens donna une alerte claire indiquant la présence d'une odeur de décomposition humaine. L'alerte était concentrée sur une section de sol près d'un groupe de grands pins, précisément sur le chemin que Garrett avait initialement conçu mais dont Price s'était détourné. La zone fut sécurisée comme scène de crime. L'équipe d'anthropologie médico-légale fut amenée pour mener une excavation méticuleuse. Le processus était lent, le sol enlevé couche par couche, le sol était dur et rocheux, en creusant plus profondément, la tension était palpable. La profondeur de la tombe potentielle suggérait qu'elle n'avait pas été creusée à la main. Plusieurs pieds plus bas, les excavateurs heurtèrent dans quelque chose de solide. L'équipe procéda avec des outils à main et des brosses. Ils découvrirent les restes fortement dégradés d'un homme adulte. La profondeur et la compaction du sol indiquaient que l'enterrement avait été effectué à l'aide d'équipements d'excavation professionnels, cohérent avec la machinerie que Price avait utilisée sur le site. La montagne livrait enfin ses secrets. Les restes découverts sous la section de sentier détourné furent soigneusement exhumés et envoyés pour analyse médico-légale. Grâce au dossier dentaire, l'odontologiste médico-légal confirma rapidement l'identité. C'était Garrett Kinsley.
Le médecin légiste détermina que la cause du décès était un traumatisme contondant massif à la tête, infligé par un objet lourd avec un bord distinct. Le mystère de 5 ans sur ce qui était arrivé à Garrett Kinsley avait été résolu. Il avait été assassiné. Weston Price fut arrêté à son domicile. Summit Slopes avait fait faillite depuis longtemps et Price vivait une existence marginale, apparemment hanté par l'échec de son entreprise. Lorsqu'il fut confronté par les détectives, il semblait résigné, les années à garder le secret ayant érodé ses défenses. Il fut amené dans la salle d'interrogatoire où le poids accumulé de l'enquête allait être mis à contribution. Les détectives exposèrent méthodiquement les preuves, construisant un récit étanche de mobiles, d'opportunités et de preuves physiques. Ils présentèrent les dossiers financiers démontrant son désespoir et la rivalité intense. Ils détaillèrent son implication dans l'excavation du sentier de Garrett et l'emplacement précis où le corps avait été trouvé, directement sous la section qu'il avait détournée de manière suspecte. Enfin, ils placèrent l'entretoise de pédale en aluminium oxydé sur la table métallique entre eux. Ils expliquèrent comment elle avait été retracée jusqu'à sa commande personnalisée et trouvée coincée dans la suspension du vélo de Garrett. Les preuves étaient insurmontables. Price, réalisant l'impossibilité de sa situation, renonça à son droit à un avocat et avoua. Mais l'histoire qu'il raconta était intéressée, minimisant son intention tout en admettant l'acte. Selon Price, il avait organisé une rencontre avec Garrett sur le système de sentier l'après-midi du 15 juillet 2017. Il prétendait que son intention était de confronter Garrett une dernière fois, de discuter du projet et de la ruine imminente de Summit Slopes. Il déclara qu'il n'avait pas prévu que Garrett amène son fils, Bryson. La rencontre eut lieu sur une section éloignée du sentier, près de la zone où Price effectuait des travaux d'excavation. Price affirma que la conversation s'était rapidement transformée en cri. Garrett aurait rejeté les supplications de Price, alimentant son désespoir et sa colère. La dispute devint physique. Price raconta que pendant la lutte, leurs vélos entrèrent en collision violemment, expliquant le transfert de l'entretoise de pédale. Le combat s'intensifia rapidement. Près de l'endroit où il se tenait, se trouvait une collection d'outils lourds d'entretien des sentiers mis en place pour les travaux de construction. Dans un accès de rage incontrôlable, Price saisit un Pulaski, un outil lourd et redoutable combinant une hache et une herminette, couramment utilisé dans la construction de sentiers et la lutte contre les incendies. Il le balança vers Garrett. Le coup fut fatal. Garrett s'effondra instantanément. La description de l'arme correspondait aux conclusions médico-légales du traumatisme contondant. Price décrivit une scène de panique et d'horreur immédiate. Il réalisa qu'il venait de tuer un homme, et l'acte avait été témoin par le fils de 12 ans de l'homme. C'est là que le récit de Price concernant Bryson prit un tournant brusque et calculé. Interrogé intensément sur le garçon, l'attitude de Price changea. Il devint évasif. Il insista sur le fait que Bryson, en voyant l'attaque violente sur son père, fut paralysé par la peur pendant un moment, puis tourna son vélo et s'enfuit rapidement sur une section de sentier dangereuse et inachevée, désespéré d'échapper à la scène. Price affirma qu'il était concentré sur la réalité de ce qu'il venait de faire à Garrett et que la fuite de Bryson était floue. Il maintint qu'il n'avait plus jamais revu le garçon. Price détailla ensuite la dissimulation. Terrifié, il utilisa l'équipement d'excavation qu'il avait sur place pour enterrer profondément le corps de Garrett dans le chemin du sentier prévu. Il savait qu'il pourrait plus tard modifier l'itinéraire et cacher efficacement la tombe pour toujours sous le couvert de la nécessité de construction. Il aborda ensuite les vélos, il réalisa qu'il devait disparaître. Il affirma avoir trouvé le vélo de Bryson abandonné à proximité, peut-être après que le garçon se soit écrasé ou ait fui à pied. Il transporta les 2 vélos à plusieurs kilomètres jusqu'à la zone de canyon aride. Il choisit l'endroit au-dessus de la rivière parce qu'il croyait que l'eau était assez profonde et rapide pour emporter les preuves. Il les jeta par-dessus bord, ne réalisant jamais qu'il s'était accroché dans la fissure en hauteur sur la paroi de la falaise. Les détectives écoutèrent la confession avec un scepticisme intense. Le récit de Price sur le sort de Bryson semblait trop pratique, une minimisation calculée de ses actions, tentant de présenter la situation comme un meurtre unique plutôt qu'un double homicide. Les incohérences dans son histoire sur la récupération du vélo de Bryson étaient flagrantes. L'enquête avait besoin de confirmation. Les autorités exécutèrent un mandat de perquisition sur la propriété de Weston Price, y compris les bâtiments délabrés et les conteneurs de stockage du défunt parc à vélo Summit Slopes. La recherche fut extensive, à la recherche de toute preuve liée à Bryson Kinsley. Dans un vieux conteneur d'expédition rouillé, utilisé pour stocker de vieux équipements et machines, les enquêteurs firent une découverte qui brisa le récit de Price sur le garçon. Caché sous une bâche et un tas de vieux pneus, ils trouvèrent un casque de vélo pour enfants. Il était blanc avec des motifs rouges distinctifs. Il était identique au casque que Bryson Kinsley portait sur la photographie fournie par Olivia et celui qu'il portait le jour de sa disparition.
La présence du casque en possession de Price prouvait que Bryson ne s'était pas enfui de la scène en portant son équipement de sécurité. Price avait menti. L'implication était sombre et immédiate. Price savait exactement ce qui était arrivé au garçon et la vérité était bien plus sinistre qu'une fuite paniquée. La découverte du casque solidifia l'affaire contre Weston Price. Il fut jugé et reconnu coupable du meurtre de Garrett Kinsley. Malgré les preuves accablantes contredisant son histoire et la présence du casque, Price refusa obstinément de modifier son récit concernant Bryson. Il n'offrit aucune information sur ce qui était arrivé au garçon après que Garrett ait été tué. Il reçut une peine de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. La condamnation apporta une mesure de justice pour Garrett, mais pour Olivia Kinsley, l'incertitude entourant Bryson restait un tourment sans fin. L'enquête, cependant, ne se termina pas avec la condamnation. Les détectives continuèrent à analyser les preuves, cherchant tout ce qui pourrait les mener à Bryson. Un audit médico-légal final et exhaustif fut mené sur les activités de Weston Price dans les semaines suivant le meurtre en 2017. Ils examinèrent méticuleusement les transactions financières, les relevés téléphoniques et toutes les données disponibles sur ses mouvements. Ils découvrirent une irrégularité significative. Un voyage longue distance effectué par Price seulement 3 jours après la disparition, avant même que la recherche initiale n'ait été réduite. Les données GPS du véhicule de Price, obtenues via un mandat, montraient qu'il avait conduit des centaines de kilomètres vers le nord, profondément dans une région isolée de l'Idaho. La destination était isolée, loin de tout grand centre de population. En creusant plus profondément dans le passé de Price, les enquêteurs identifièrent un cousin éloigné qui vivait dans cette région. Une enquête plus approfondie révéla que ce cousin exploitait un camp de thérapie en milieu sauvage, non autorisé et controversé pour les jeunes en difficulté. Ces camps étaient connus pour une surveillance minimale, une mauvaise tenue des dossiers et pour fonctionner en marge de la légalité, prenant souvent des enfants avec peu de questions posées. Une théorie glaçante émergea. Les détectives théorisèrent que Price, peut-être peu disposé à assassiner physiquement un enfant mais ayant besoin qu'il disparaisse définitivement, avait transporté Bryson dans cette installation éloignée. C'était un endroit où un enfant traumatisé pouvait être absorbé dans un système conçu pour briser et reconstruire les identités. Une équipe de détectives se rendit en Idaho pour suivre la piste. Cependant, la piste était froide. Ils trouvèrent que le camp avait été fermé et abandonné des années auparavant suite à des répressions réglementaires. La propriété était déserte. De plus, ils apprirent que le cousin de Price était décédé en 2021. Il n'y avait aucun dossier survivant des enfants qui étaient passés par le camp. Pour Olivia Kinsley, cette découverte finale offrait une ambiguïté douloureuse. Elle présentait la possibilité que Bryson ait survécu au crime initial, vivant potentiellement pendant des années sans connaître sa véritable identité. Mais la piste se terminait dans la nature sauvage silencieuse de l'Idaho. Alors que justice était rendue pour Garrett, le sort ultime de Bryson restait définitivement inconnu.